Nous confions la totalité des 80 milliards à Mathieu, a déclaré mon père. D'un ton aussi neutre que s'il annonçait la météo, puis il a planté son regard dans le mien avant d'ajouter, maintenant, pars. Tu es évincé. Ma mère a esquissé un sourire, mon frère a ajusté ses boutons de manchette, et dans le silence qui a suivi, je n'entendais que le bourdonnement de la climatisation au-dessus de nous alors que je posais la question que personne n'attendait. Alors, vous avez vendu l'entreprise sans mes brevets? Ma mère a laissé échapper un petit rire nerveux en répondant que c'était leur entreprise qu'ils vendaient, mais de l'autre côté de la table, l'acheteur a soudainement arrêté d'écrire. Il s'est levé lentement, a refermé le dossier devant lui et a fixé mon père. C'est à ce moment précis que j'ai compris qu'ils ne m'avaient pas seulement trahi, ils avaient tout mal calculé. Avant de plonger dans le vif du sujet, n'oubliez pas de liker et de me dire en commentaire d'où vous m'écoutez. Dites-moi si vous avez déjà vu votre propre famille vous rayer de la carte avant même de comprendre ce que vous aviez entre les mains, car c'était exactement l'erreur qu'ils s'apprêtaient à commettre. 8 ans plus tôt, rien de tout cela ne semblait dangereux. À l'époque, notre entreprise familiale à Lyon avait encore cette dimension humaine et chaleureuse. Les bureaux sentaient le café serré, le papier glacé et ce produit nettoyant au citron que l'équipe d'entretien utilisait sur les tables de conférence. Mon père, Jean-Pierre, portait la même cravate bleu marine à chaque réunion d'investisseurs. Ma mère, Sylvie, gardait des photos de famille encadrées derrière son bureau. Et Mathieu, mon frère aîné, avait ce don de conquérir une salle remplie d'inconnus en quelques minutes. Moi, j'étais différente. J'avais 35 ans quand tout a basculé, mais même à la fin de ma vingtaine, je préférais le silence du laboratoire au projecteur. Je portais des blazers simples, j'attachais mes cheveux châtains pour travailler et je gardais toujours un vieux carnet bleu à côté de mon clavier. Ce carnet contenait les premières esquisses, les calculs et les schémas complexes du système d'automatisation qui allait finir par donner à notre entreprise une valeur dépassant l'entendement. Je me souviens encore du premier prototype, j'avais 27 ans, j'étais épuisé, je tournais au café de la machine automatique quand le système a enfin fonctionné. La machine s'est adaptée à un obstacle imprévu sans se figer. J'ai ri si fort que j'en ai presque pleuré. Mathieu l'a présenté lors d'un grand salon industriel la semaine suivante. Il était brillant sur scène, il faut lui accorder cela, il savait quand faire une pause, quand sourire et comment transformer une idée complexe en une phrase simple que les investisseurs pourraient répéter au dîner. Quand quelqu'un a demandé comment il avait conçu le système, Mathieu a jeté un coup d'œil vers le fond de la salle où je me tenais. Pendant une seconde, j'ai cru qu'il allait me désigner, mais il ne l'a pas fait. Après coup, maman m'a serré le bras en disant « Mathieu a besoin de la lumière, ma chérie. Tu sais bien que tu détestes ça. » Je me suis convaincu qu'elle avait raison. C'est devenu une habitude, je construisais, Mathieu présentait, papa négociait, maman polissait l'histoire, et à chaque fois que l'entreprise grandissait, mon nom devenait de plus en plus petit. Il y avait cependant une chose à laquelle ma famille n'avait jamais prêté attention. Avant que l'entreprise ne vende le moindre produit utilisant ma technologie, j'avais créé le système de base sur mon temps libre, avec mon propre matériel et mes économies. Un conseiller en propriété industrielle m'avait suggéré de ne pas céder la pleine propriété sous prétexte que j'avais confiance en ma famille. Alors, j'ai écouté. L'entreprise avait reçu des droits d'exploitation étendus, mais je gardais les brevets fondamentaux et le droit d'approuver tout transfert si le contrôle de l'entreprise changeait de main. À l'époque, cela ne semblait être que de la paperasse ennuyeuse. Des années plus tard, quand Mathieu a commencé à assister à des réunions secrètes concernant une acquisition massive par un groupe parisien et que mes invitations de calendrier ont commencé à disparaître, j'ai ressorti ce vieux carnet bleu de mon tiroir. Pour la première fois, je me suis demandé si ma famille avait oublié ce que je possédais ou s'ils comptaient sur moi pour que je l'oublie aussi. La première fois que j'ai entendu le montant,
j'ai cru avoir mal compris, 80 milliards d'euros. Papa l'a mentionné négligemment pendant un dîner au restaurant, coupant son filet de bœuf comme s'il discutait du chiffre d'affaires trimestriel au lieu de la plus grosse transaction de notre vie. Mathieu était assis en face de moi, souriant à travers son verre de vin, expliquant que l'acheteur voyait une valeur à long terme. J'ai remarqué qu'il disait l'acheteur, et non le partenaire ou l'investisseur. Au cours des 2 semaines suivantes, les réunions à huis clos se sont multipliées. Mathieu était soudainement en copie de tous les mails, alors que je ne recevais plus rien. Puis, un document est arrivé dans ma boîte de réception. Mon père l'a qualifié de simple formalité administrative. Je l'ai ouvert sur le comptoir de ma cuisine, un café froid à côté de moi et mon vieux carnet bleu à portée de main. Le jargon juridique était dense, mais une phrase m'a glacé le sang, ils avaient besoin de mon consentement écrit pour transférer la licence technologique après la vente. J'ai lu la phrase 2 fois, puis une 3e. Le lendemain matin, mon père s'est appuyé contre le cadre de la porte de mon bureau avec un sourire forcé en me disant de simplement signer, car le service juridique devait régler les derniers détails. Quand j'ai demandé pourquoi j'étais considéré comme un détail, son sourire s'est évanoui et il m'a sèchement dit de ne pas compliquer les choses. Ma mère a tenté une approche plus douce ce soir-là en m'appelant pendant que je pliais mon linge pour me dire que Mathieu était sous une pression énorme et que c'était son moment, me suppliant de ne pas transformer cela en une dispute de propriété. Une dispute de propriété, comme si les brevets étaient une querelle de famille au lieu d'un titre légal. J'ai appelé Julien. Pendant des années, il avait été la personne en qui j'avais confiance quand ma famille me faisait douter de mon propre jugement. Il m'a conseillé de ne rien signer et de prendre un avocat indépendant. Pour la première fois depuis des jours, j'ai pu respirer. Mais 3 jours plus tard, en entrant dans une brasserie du centre-ville, j'ai vu Julien assis avec Mathieu. Il riait, et un dossier de contrat était posé entre eux. Julien m'a suivi dehors et n'a même pas pris la peine de mentir, Mathieu lui avait offert un poste de directeur financier si l'acquisition se concrétisait, avec un salaire énorme et une prime d'arrivée. Tu savais ce qu'ils étaient en train de me faire, lui ai-je dit. Julien a détourné le regard en répondant qu'il savait où se trouvait l'avenir de cette affaire. Cela m'a fait plus mal que je ne l'aurais imaginé. C'est alors que j'ai trouvé maître Claire Morin. Elle a lu l'accord de licence en silence, puis l'a tourné vers moi en désignant un paragraphe précis. Votre famille peut vendre ses parts, le bâtiment, les contrats, l'équipement et la marque, mais ils ne peuvent pas transférer vos brevets de base sans votre consentement explicite. J'ai demandé ce qui se passerait si je ne signais pas. Et elle m'a répondu que dans ce cas, ils auraient une entreprise bien différente à vendre. C'est à cet instant que quelque chose s'est brisé en moi. Je ne savais toujours pas jusqu'où ma famille était prête à aller, alors j'ai décidé de ne pas les prévenir. Je voulais voir ce qu'ils feraient en pensant que j'étais encore trop docile pour me défendre. Une fois que j'ai arrêté de prétendre que tout était normal, la stratégie est devenue flagrante. Mon emploi du temps a été vidé, mes accès aux rapports internes ont été restreints, et Mathieu a commencé à faire visiter les étages d'ingénierie à des inconnus en se présentant comme le cerveau derrière chaque innovation. Puis, mon père m'a convoqué. Une enveloppe était posée sur son bureau. 50 000 €, a-t-il dit, une sortie propre, sans drame. À l'intérieur se trouvait une rupture conventionnelle déguisée, je devais démissionner discrètement, signer le transfert des brevets, renoncer à toute poursuite future et ne jamais discuter des circonstances de mon départ. Quand je lui ai demandé s'il voulait vraiment mes brevets pour seulement 50 000 €, sa mâchoire s'est contractée et il m'a ordonné d'arrêter d'agir comme si l'entreprise gravitait autour de moi. Cette phrase m'a poursuivi jusque chez moi. Maître Morin m'a conseillé de ne pas répondre émotionnellement, alors j'ai décliné l'offre par voie d'avocat.
C'est là que la campagne de dénigrement de ma mère a commencé. C'était subtil au début, Élodie est dépassée, Élodie prend les choses trop à cœur, Élodie a toujours eu du mal avec la pression. Des gens qui, pendant des années, m'avaient supplié de résoudre des problèmes techniques impossibles me parlaient soudainement avec des petits sourires compatissants, comme si j'allais me briser au moindre mot de travers. Puis est venue la soirée de gala. C'était censé être la célébration de l'acquisition imminente. La propriété familiale brillait sous les projecteurs. Les verres s'entrechoquaient et un trio de jazz jouait près de la terrasse. Les investisseurs admiraient les photos de notre famille souriante tandis que les serveurs circulaient avec des plateaux de champagne. Mathieu était partout, serrant des mains, acceptant les félicitations. J'ai entendu ma mère le présenter à un groupe comme la force motrice derrière notre technologie. Je n'ai rien dit. Puis j'ai vu Léa, une de mes ingénieures, porter des dossiers de présentation. Mathieu l'a arrêté brusquement et a déclaré fort que la mise en page était ratée. Quand elle a répondu qu'elle avait utilisé la version fournie, Mathieu a ri avec mépris en disant que l'ingénierie avait besoin de gens capables de suivre des instructions simples. Je me suis interposé pour dire que cette présentation venait de mon équipe et que s'il y avait un problème, il devait m'en parler. Son sourire a disparu et il m'a lancé que je ne supportais pas de ne pas être au centre de l'attention pour une seule soirée. Puis, il a levé son verre de vin dans un mouvement qui paraissait accidentel mais qui ne l'était pas, du vin rouge s'est répandu sur mon chemisier en soie crème et ma veste sombre. La pièce est devenue silencieuse. J'ai senti le liquide froid imbiber le tissu contre ma peau. Mathieu a écarquillé les yeux en feignant la maladresse. J'ai regardé mon père qui fixait son verre, puis ma mère qui s'est approchée pour murmurer, « S'il te plaît, ne fais pas de scène. » Quelque chose en moi s'est figé. Je suis allé aux toilettes, je me suis regardé sous la lumière crue des néons, du vin rouge, des yeux fatigués, 8 ans d'excuses. J'ai ouvert mon sac, mon vieux carnet bleu était là. Le lendemain, toutes les communications sont passées par mon avocate. Nous avons sécurisé les emails, les preuves de paiement, les registres d'accès et les images de vidéosurveillance. Maître Morin a formellement notifié l'acheteur que je n'avais consenti à aucun transfert de mes brevets. Mon père a continué de foncer vers la clôture de la vente, pensant sans doute que 80 milliards le rendaient intouchable. Puis, l'invitation pour la réunion finale est apparue sur mon écran. J'ai fermé mon ordinateur, glissé le carnet bleu dans mon sac et je me suis dirigé vers la salle du conseil. Cette fois, il n'avait aucune idée que j'apportais la seule chose qu'il ne pouvait pas acheter. Mon père était déjà debout quand je suis entré. Mathieu était assis à côté de lui dans un costume anthracite impeccable, une cheville posée nonchalamment sur son genou. Ma mère avait une tasse en porcelaine intacte devant elle. Monsieur Duval, l'acheteur, et 3 membres de son équipe juridique occupaient l'autre côté de la table. Claire s'est assise à côté de moi. Mon père ne nous a même pas invités à nous asseoir avant de déclarer qu'il confiait les 80 milliards à Mathieu et de m'ordonner de partir car j'étais évincé. Pendant une seconde, personne n'a bougé. J'ai regardé Mathieu qui fuyait mon regard, puis ma mère qui semblait presque soulagée. Alors, vous avez vendu l'entreprise sans mes brevets, ai-je répété. Ma mère a ricané en disant qu'ils vendaient leur business. C'est là que Monsieur Duval s'est levé. L'expression de mon père a changé quand Duval a refermé son dossier en déclarant que la transaction n'était pas conclue car les fonds n'avaient pas été libérés et qu'il y avait un sérieux problème de propriété. Mon père s'est tourné vers moi, furieux, me demandant ce que j'avais fait. Claire a répondu avant moi que je n'avais rien fait, si ce n'est refusé de transférer un bien qui m'appartenait. Elle a posé l'accord de licence sur la table. L'avocat de Duval l'a ouvert à la section marquée. L'entreprise avait le droit d'utiliser ma technologie, mais elle ne possédait pas les brevets de base.
Et ces droits ne pouvaient pas être transférés à un nouveau propriétaire sans mon accord écrit. Duval m'a demandé directement si j'avais signé ce consentement. J'ai répondu « non ». Mathieu a bondi de sa chaise en criant que c'était ridicule, que je travaillais pour eux et que j'avais construit ce lâcher. Claire a alors sorti les registres de propriété, les dates de dépôt à l'INPI et les relevés de développement. Mon carnet bleu trônait devant moi, ses coins adoucis par des années d'usage. Mon père a tenté de dire que c'était une dispute familiale due à ma jalousie, mais Claire a glissé un dernier document. Sur la table, l'offre de 50 000 € en échange de mon silence et de mes brevets. Le visage de Duval s'est durci en lisant que mon père avait tenté de licencier la propriétaire des brevets juste avant la vente en conditionnant son départ au transfert de ses actifs. Mathieu a frappé la table du poing, m'accusant de prendre 80 milliards en otage. Je l'ai enfin regardé dans les yeux, pour lui dire que je ne gardais rien qui lui appartenait, et qu'il avait fini par croire à ses propres mensonges. Claire a ouvert un dernier dossier, après mon refus de signer, Mathieu avait engagé un prestataire externe pour tenter de pirater les systèmes contenant la technologie qu'il ne contrôlait pas. Il n'y avait pas besoin d'enregistrement secret, il y avait les factures, les messages. Et un prestataire qui, réalisant le litige de propriété, avait cessé le travail et accepté de coopérer. Mathieu est devenu livide. Duval a ramassé ses affaires en déclarant que les conditions de clôture n'étaient pas remplies et que l'acquisition était terminée. Aucun fonds ne serait versé. 80 milliards d'euros venaient de s'évaporer avant même d'avoir été réellement les leurs. Mon père m'a regardé comme si je l'avais détruit, mais je n'avais pas pris son entreprise, je n'avais pas touché à son argent, je n'avais saboté aucun système. J'avais simplement arrêté de donner à ma famille la permission de me vendre avec le reste. J'ai ramassé mon carnet bleu. Des mois plus tôt, mon père avait prévu de me faire escorter par la sécurité. Cette fois, je suis sorti de moi-même. Et derrière moi, pour la première fois en 8 ans, c'était Mathieu qui restait assis dans cette pièce sans aucune réponse. Les conséquences ne sont pas tombées du jour au lendemain, et c'était important pour moi. Pendant des années, ma famille avait traité les conséquences comme quelque chose qui n'arrivait qu'aux autres. Mais là, l'empire s'est effondré pièce par pièce. L'acheteur s'est retiré, l'entreprise a dû admettre que la technologie au cœur de sa valorisation ne pouvait pas être transférée, les investisseurs ont fui et les banques sont devenues impitoyables. L'entreprise valait encore quelque chose, mais rien de comparable au rêve de grandeur de mon père. En quelques mois, Jean-Pierre a été poussé à la démission sous la pression des dettes et des litiges. Ma mère a eu plus de mal encore, elle qui avait toujours contrôlé l'image de la famille. Mais les dossiers juridiques et les mets sont têtus, et les gens ont fini par comprendre que je n'étais pas instable, mais simplement propriétaire légitime de mon travail. Mathieu a perdu son poste peu après, suite à l'enquête sur ses tentatives d'accès illégaux. Je suis resté en dehors de tout cela, laissant Claire gérer le nécessaire. Je n'ai pas cherché à les ruiner. Publiquement, la vérité suffisait. Julien m'a recontacté 6 mois plus tard dans un petit café où nous révisions. Autrefois. Il avait l'air épuisé et a avoué avoir fait le mauvais choix par peur d'être laissé pour compte. Cela m'a presque fait sourire de voir à quel point cette excuse était laide comparée à ses actes. Je lui ai dit que je ne le détestais pas, mais que je ne lui ferais plus jamais confiance, et je suis parti avant qu'il ne transforme ses excuses en une nouvelle négociation. À ce moment-là, avec Léa, nous construisions déjà quelque chose de nouveau, de plus petit mais de plus intègre. Chaque ingénieur restait propriétaire de son nom. Chaque inventeur savait ce qu'il possédait. Quand j'ai donné notre première grande conférence, je suis monté sur scène avec mon vieux carnet bleu. Je n'en avais plus besoin, mais je le voulais là comme un rappel de la femme qui restait autrefois au fond de la salle pendant que d'autres récoltaient les applaudissements.
Un an après ce fameux conseil d'administration, ma mère m'a contacté. La santé de mon père déclinait et ils avaient du mal à couvrir les frais médicaux. J'ai pris le temps de réfléchir, puis j'ai demandé à Claire de vérifier les factures et de payer directement les frais essentiels. Mais j'ai été clair, mes parents n'auraient pas accès à moi. Je n'ai pas envoyé d'argent liquide, je n'ai pas exigé d'excuses, je n'ai pas rouvert la porte. Ce soir-là, depuis les fenêtres de mon nouveau bureau surplombant la ville, j'ai entendu Léa m'appeler pour la réunion. J'ai pris mon carnet. Cette fois, quand je suis entré dans la salle, personne n'attendait Mathieu. Il m'attendait moi. J'ai longtemps cru que la loyauté familiale signifiait se taire et donner toujours plus. Je me trompais. L'amour ne donne à personne un droit de propriété sur votre travail, votre avenir ou votre paix. Mathieu a perdu 80 milliards, mais ma vraie victoire a été de partir sans avoir besoin qu'ils admettent leur tort. Parfois, la limite la plus solide consiste simplement à refuser de retourner là où on vous a brisé.